Bienvenue dans le débat de France 24. C'est pour beaucoup de nos décideurs, politiques et médecins la condition à la reprise, un jour peut-être d'une vie normale, l'arrivée d'un éventuel vaccin sur le marché susceptible de développer nos défenses immunitaires face au coronavirus. On n'en est pas là, mais cette semaine, un rayon de lumière est apparu au bout du tunnel. D'après la revue médicale britannique de Lancet, encore elle, 2 candidats vaccins présenteraient des résultats encourageants, générant une forte réponse immunitaire sans qu'aucun effet indésirable grave n'ait été constaté. L'un est chinois, l'autre britannique. Encore faut-il les tester à grande échelle, alors que d'autres vaccins, plus d'une vingtaine, sont eux aussi en phase test actuellement dans le monde, où le nombre de cas déclarés dépasse désormais les 15 millions de personnes. On comprend l'enjeu. L'espoir d'un vaccin, est-ce la réponse au coronavirus? On en débat avec Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste de santé publique. Vous dirigez la société de conseil public Health Expertise. Merci d'être avec nous. Face à vous, Frédéric Bizard, économiste de la santé. Vous êtes également le président de l'Institut Santé, auteur de « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» aux éditions Fauve. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis avec nous, cette fois-ci en direct de Gérone en Espagne, Didier Pittet, infectiologue, épidémiologiste aux hôpitaux universitaires de Genève. Vous avez présidé la commission indépendante chargée d'évaluer la gestion de la crise sanitaire du coronavirus ici en France. Merci d'être avec nous, Didier Pittet. Et on va le voir donc aujourd'hui, ce sont pas moins d'une vingtaine de vaccins, 26 très exactement, qui sont testés à travers le monde, plus d'une centaine sur lesquels des laboratoires aujourd'hui se penchent, avec peut-être l'espoir que l'un au moins permettra demain de vaincre le coronavirus. On voit ça en image avec Ethan Nagy. Près de 200 projets de vaccins, 23 en phase clinique. Dans le monde entier, les laboratoires lancés dans une course contre la montre. Lequel viendra à bout du Covid-19? Aucune certitude pour l'heure, mais les choses s'accélèrent. Le Brésil vient de lancer la phase 3 des tests d'un vaccin du laboratoire chinois Sinovac Biotech. 9000 volontaires vont recevoir des injections au cours des 3 prochains mois. Querer participar desse projeto, por fazer parte desse momento que a gente passou por meses tão difíceis, né? Então é uma injeção de ânimo poder participar disso e poder contar para as pessoas no futuro que eu fiz parte disso. C'est le 3e vaccin entré en phase 3 d'essais cliniques, la dernière avant l'homologation. Lundi, la revue médicale de Lancet publiait les résultats des essais de 2 autres vaccins, l'un mis au point par l'université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca, l'autre par le chinois CanSino. Dans les 2 cas, les scientifiques ont constaté une forte réponse immunitaire des patients et aucun effet secondaire grave. Autre projet de vaccin à un stade avancé, celui de la biotech américaine Moderna. La phase 3 des tests débute dimanche. 30 000 Américains participent à cet essai clinique crucial. Le laboratoire se veut optimiste. We would hope in the fall or towards the end of the year we'd have data that we could submit to the FDA for them to make a determination on whether to approve it. We would also hope at that point to have millions of doses of vaccine available. Tous les États ont précommandé des vaccins pour être servis en priorité. L'un des grands défis sera d'en produire assez pour les populations. Martin Blachier, on attend quoi d'un éventuel vaccin? C'est vraiment la seule réponse possible aujourd'hui pour justement reprendre le cours normal de nos vies demain? Tout le monde attend du vaccin qui diminue le risque d'infection, au moins, voire qu'il le réduise à néant, en procurant une immunité protectrice qui dure, sachant que même un vaccin qui protégerait la moitié des gens, par exemple, aurait la capacité d'empêcher les fameux pics qu'on connaît. Donc c'est sûr que si on arrivait à vacciner une bonne partie de la population, même avec un vaccin qui n'est pas 100% efficace, on arriverait à éviter ces emballées épidémiques, puisqu'il y aurait une immunité collective qui serait suffisante pour empêcher le phénomène épidémique. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, si on attrape le Covid, on n'aurait pas de forme sévère, si le vaccin n'a pas une protection à 100%, mais ça voudrait dire qu'au niveau populationnel, on serait à l'abri de ces phénomènes très, très brutaux de pics épidémiques. Ça n'empêcherait pas donc certaines formes, y compris graves, mais en revanche, ça permettrait de limiter la propagation. Ça dépend de l'efficacité du vaccin. En fait, pour l'instant, on sait que les vaccins ils procurent une immunité, donc ils font bien réagir le système immunitaire. Donc mais après, cette immunité, à quel point elle empêche l'infection et chez combien de pourcentage de patients et est-ce qu'elle empêche réellement toutes les formes graves? Ça, c'est ce que donneront les essais de phase 3. Je rappelle que les essais de phase 3, c'est là où il y a le plus d'échecs.
Donc c'est toujours plus facile d'avoir une phase 1 et une phase 2 qui sort. Et la phase 3, c'est vraiment la phase décisive. C'est quoi la phase 3 concrètement, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle? La phase 3, c'est la phase où on va tester des gens pour voir si ça les empêche d'avoir la maladie. En fait, au début, vous donnez le vaccin à des gens et vous regardez s'ils produisent des anticorps. Bon, bah là, évidemment, on voit qu'ils produisent des anticorps. Ça, c'est la phase 1. Ça, c'est la phase 2. Phase 2. La phase 1, c'est pour voir, en gros, si les gens le tolèrent. Donc, on injecte à des patients sains et on voit, en gros, s'il y a des choses graves qui se passent. C'est la phase d'entrée, en fait, dans le vrai développement clinique. Ensuite, vous avez la phase 2, vous regardez s'il y a une production d'anticorps, c'est l'immunogénicité. Donc ça, c'est une proof of concept. Sur un échantillon réduit. Sur un échantillon réduit. Et ensuite, vous allez prendre 2 groupes de personnes. Il y en a que vous allez vacciner avec du placebo, il y en a d'autres que vous allez vacciner avec votre vaccin à l'étude. Et vous allez voir le taux d'infection par Covid. Et si jamais il y a une différence entre ces 2 groupes-là qui est significative, vous estimez que votre vaccin fonctionne. On parle d'un échantillon de combien de personnes, là? On parle des échantillons sur les vaccins, c'est du préventif. Donc on parle d'échantillons de dizaines de milliers de personnes. C'est ce qu'il disait, 30 000 personnes. C'est à peu près ces échantillons-là qu'il faut pour tester un vaccin et avoir des résultats qui sont suffisamment concluants pour le produire en grande quantité et l'appliquer à la population. Au bout de combien de temps, en général, on peut avoir les résultats? En fait, ça va se compter en quelques semaines, voire quelques mois. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez suffisamment de Covid qui a été déclaré dans les 2 bras pour pouvoir voir une différence qui soit jugée statistiquement significative. Et à ce moment-là, savoir que ce n'est pas le hasard qui détermine la différence entre les 2 groupes, c'est bien l'efficacité du vaccin. Et là, vous allez à la phase population générale. On a déjà l'exemple, Frédéric Bizard, du vaccin contre la grippe, qui chaque année donne lieu à des campagnes de vaccination. Avec quel taux d'immunité ou de réactivité au sein de la population? C'est vrai que le vaccin contre la grippe est un bon exemple parce que tout dépend des années. D'abord, on est sur un virus qui est saisonnier et qui revient chaque année, mais qui n'est pas forcément de la même souche. Donc vous avez un vaccin qui doit être adapté et d'une année sur l'autre qui peut avoir un taux d'efficacité, je parle sous le contrôle du spécialiste, mais de 40%, qui peut aller jusqu'à 80%. Donc voilà, la grippe montre qu'on est dans un risque par rapport à l'efficacité. On aura probablement des vaccins dans quelques mois. La question, encore une fois, ce qui a été évoqué, c'est avec quelle efficacité? Parce que je pense que la mère des batailles, c'est pas celle d'arriver le premier sur le marché, peut-être sur un plan commercial, mais c'est d'arriver avec un vaccin qui soit le plus efficace possible. Parce qu'on est face à un risque qu'il faut bien comprendre, et c'est l'économiste qui a sorti, qui a eu un prix Nobel sur la théorie des perspectives, qui montre pourquoi est-ce que ce risque, il est si colossal que ça pour ce petit virus qui se balade. C'est d'abord, au début, parce qu'on ne le connaissait pas. Parce que c'était un nouveau virus dont, véritablement, et qui a généré une anxiété chez les scientifiques, chez toute la communauté en général, puisqu'on ne le connaissait pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'avait pas d'outils. On n'avait pas d'outils pour le maîtriser. Donc, on est dans une stratégie de maîtrise du risque. Vous avez 3 façons de le maîtriser, enfin 3 espoirs en tout cas, 3 pistes. La première, c'est en effet le vaccin, qui est l'option la plus probable, si on veut, parce que, en effet, comme ça a été expliqué, le vaccin ne va pas tout résoudre, mais à partir du moment où vous cassez la chaîne de contamination, vous n'allez pas avoir assez de personnes qui seront sans protection immunitaire pour que le virus se propage de façon importante. Bon, ça ne veut pas dire que le virus lui sera plus dangereux à titre individuel pour les gens. Exactement, oui. mais vous avez une certaine maîtrise dans le risque de contagion, puisque vous savez que la grippe, vous prenez l'exemple de la grippe malheureusement tue une dizaine de milliers de personnes en France, dans les pays développés. En tout cas, si on prend la France, c'est une dizaine de milliers de personnes chaque année en moyenne. Ça peut être plus, comme en 2009. Bon, la deuxième voie, c'est les thérapeutiques, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que si vous faites de cette virose une pathologie banale parce que vous avez la thérapeutique qui permet de sauver la plupart des gens, vous n'aurez, cette virose sera, comme il en existe plein, l'herpès, les choses qui plus personne ne la craindra. Puis la troisième, c'est la disparition ou l'évolution, la mutation du virus lui-même qui fait que finalement ce virus n'a plus de pathogénicité suffisante. Donc on est vraiment dans une approche de gestion du risque dans un monde qui est d'une incertitude absolument colossale. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, étant donné le risque économique que fait peser, le risque social évidemment qui suit la crise économique, mais en fait, on explore absolument toutes les pistes possibles et on met les milliards qu'il faut pour explorer toutes les pistes possibles, parce qu'il y a plusieurs pistes qui ont été prises en compte. Et si on écoute les scientifiques, on va voir avec Claire Pittet, mais on voit qu'on n'est pas certain que, par exemple, celui qui est le plus avancé, Moderna, qui est sur une piste plutôt expérimentale, véritablement est une chance d'avoir une efficacité très forte. Puis vous avez l'Institut Pasteur en France, qui est plutôt en retard si on regarde le temps, mais qui est sur une piste qui est davantage connue et qui peut être peut-être plus efficace.
Didier Pittet, que sait-on justement des deux vaccins, le chinois et le britannique? Est-ce qu'il vous semble, vous, compte tenu de ce qu'on en sait, présenter effectivement des résultats prometteurs? Écoutez, jusqu'ici, et basé sur les données publiées dans le Lancet, oui, les résultats sont prometteurs, autorisant à passer à l'étape suivante. Parce qu'au fond, c'est ça, le processus de vaccination. On sait, il y a souvent beaucoup de candidats différents, et en l'occurrence pour Covid-19, il y a beaucoup de candidats, comme vous l'avez très bien dit au début. Et ensuite de ça, eh bien, il faut petit à petit comprendre quels sont les avantages principaux de ces candidats et les démontrer cliniquement. Et effectivement, on peut être très rapide, et c'est pour des raisons économiques, parfois ça peut être intéressant, mais il faut surtout être très efficace parce qu'on est devant une maladie qui certes fait des dégâts au sens très large, au sens universel, mais tout de même une maladie qui est extrêmement bénigne aujourd'hui pour la plupart des gens qui la contractent. Et donc on espérait une immunité de population qui grimpe plus rapidement. Ça n'est pas le cas, et donc il nous faut effectivement, pour accélérer cette couverture générale de population, disposer de vaccins, et je mettrai ceci au pluriel, de vaccins le plus efficaces possible, et si possible, les moins chers possible, oui, puisque idéalement un processus de vaccination devrait dans l'idéal être gratuit. On va s'intéresser justement à la sélection de ces vaccins, mais The Lancet fait état d'une forte réponse immunitaire. 90% des patients vaccinés par le vaccin britannique présenteraient donc une réaction. 85% des patients vaccinés par le vaccin chinois. Est-ce que ça vous semble conforme à ce qu'on doit attendre justement d'un vaccin face au coronavirus ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on est en droit d'atteindre. Lorsque nous avions testé le virus, le vaccin contre le virus d'Ebola, par exemple, les taux étaient encore meilleurs. Et c'est un vaccin qui a été un des vaccins les plus immunogènes qu'il soit. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais immunogène, en l'occurrence, signifie associé à une réponse d'anticorps et des anticorps élevés. C'est ce qu'on veut. Il faut une réponse d'anticorps. Après, il faut démontrer que ces anticorps soient efficaces, c'est une autre question, mais il faut au moins une bonne immunogénicité, c'est-à-dire une bonne capacité d'induire une réponse anticorps des vaccins en question, et c'est le cas pour ces deux vaccins. Quid, Martin Blachier, en cas de disparition de l'immunité? C'est ce que une étude menée par le King's College de Londres semble montrer. En tout cas, c'est ce qu'elle indique, que l'immunité du virus disparaîtrait 2 ou 3 mois après l'avoir contracté. Alors, je pense qu'il faut prendre ces résultats avec un petit peu de recul. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, les anticorps disparaissent. Et donc, ils estiment que l'immunité ne peut que se mesurer avec les anticorps. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus d'anticorps veut dire qu'il n'y ait plus d'immunité. Il y a des gens qui ont publié d'autres résultats et qui disent non, ce n'est pas forcément vrai. Il y a d'autres virus, d'autres coronavirus, où on ne voit plus d'anticorps au bout d'un certain moment. Mais dès qu'on réinjecte, on voit qu'il y a une immunité cellulaire qui est très forte et qui dure celle-là 10, 20 ans. Donc ce n'est pas parce qu'il y a ces résultats qui montrent que les anticorps disparaissent que ça veut dire qu'il n'y a pas d'immunité qui peut durer dans le temps. L'immunité n'est pas que humorale, elle peut être aussi cellulaire. Donc je pense que c'est des résultats qui sont intéressants, mais ça n'infirme pas une immunité durable contre ce coronavirus. C'est votre opinion aussi, Didier Pittet. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des doutes sur l'efficacité demain d'un éventuel vaccin ? Tout à fait. Alors, ça a été très bien résumé. En effet, il y a deux types de réponses. Il y a même plusieurs éléments dans la réponse. Et la réponse cellulaire peut être extrêmement importante. On ne connaît pas non plus l'impact de la présence des autres coronavirus, de ces fameuses 4 familles pour lesquelles on n'a pas de vaccin aujourd'hui, mais pour lesquelles nous avons tous des anticorps qui sont très efficaces, puisque au fond, ces coronavirus ne font plus que des maladies totalement bénignes et qu'on a tendance à oublier, mais qui seront là également à l'automne, peut-être en compétition avec Covid, on l'espère, peut-être pas, mais vous avez raison, seuls les essais cliniques dont on a parlé tout à l'heure, tout à fait bien, pourront nous démontrer au fond l'efficacité de ces vaccins. Et c'est pour cette raison qu'il faut entamer ces essais cliniques, bien entendu le plus rapidement possible, mais aussi avec les vaccins qui sont les plus prometteurs au départ, parce qu'autrement, ces essais cliniques, malheureusement, sont inutiles. Frédéric Bizard, on parle là d'un ou deux vaccins, peut-être plus d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une approche globale sur un vaccin, c'est-à-dire est-ce qu'ils produisent les mêmes effets sur toutes les populations du monde, ou est-ce qu'il faut en moduler ensuite le dosage selon les zones géographiques? Est-ce qu'il y a des vaccins plus efficaces avec certaines populations qu'avec d'autres? Est-ce qu'on l'a observé ça dans le passé?
C'est pas vraiment une question destinée à un économiste, mais en tout cas, moi, ce que je peux... connaissez un petit peu la physionomie et l'efficacité des médicaments selon les zones géographiques. Oui, je réponds à votre question. Il y a un point qui est important, à mon avis, par rapport au sujet qui est sur la table là, qui est la durée et la force de la protection immunitaire. Parce qu'il faut voir que ça a été dit qu'il y a assez peu, on pensait qu'il allait y avoir une part plus importante de la population qui allait être atteinte et donc qui allait être protégée par rapport. Mais est-ce que cette population qui a été atteinte par ce virus, qui représente quand même plusieurs millions de personnes, est réellement protégée? Pour combien de temps est-ce qu'elle est protégée? Parce que ça, c'est quand même une question très importante sur le plan aussi de l'impact économique. Parce qu'à partir du moment où vous avez une partie de la population, d'autant plus si elle est active, qui peut recommencer à avoir une vie économique normale, sans risquer, sans être à risque pour elle et sans être à risque pour les autres personnes, on avance progressivement pour sécuriser un petit peu la vie économique et sociale. Alors, ce que l'on peut voir, en tout cas, c'est est-ce que le virus ne va pas muter? Parce que vous voyez que le virus circule à travers le monde. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez une réaction qui est assez proche, qui était les Chinois, l'Europe et les États-Unis maintenant. Après, comment est-ce que ce virus va revenir? On pensait que c'était plutôt à l'automne, mais on voit qu'il ne disparaît pas finalement. Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, parle peut-être d'une deuxième vague à l'automne qui viendrait cette fois-ci de l'hémisphère sud. Oui, mais encore une fois, là, il faut laisser les scientifiques parler. Mais avec quel est-ce que ce virus ne va pas muter? Quel type de virus? Est-ce que c'est ce qu'on voit avec la grippe? Si vous voulez, les gens qui sont protégés une année par rapport à une souche virale ne le sont plus l'année d'après et les mêmes personnes doivent à nouveau se revacciner. Donc, je crois qu'on est face à quand même une grande incertitude sur la durée et la force de la protection immunitaire dans le temps. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire des vaccinations régulières, Martin Blachier? Non, moi je suis pas. Enfin, je pense que la comparaison avec la grippe, il faut faire attention parce que en fait, la comparaison avec la grippe nous a tourné à penser comme une grippe. Donc, quand Jean-François Delfrécy dit moi je crains une deuxième vague hivernale qui vienne de l'hémisphère sud, moi je lui dis la première vague n'est pas finie, elle vient de France. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont cru d'ailleurs que c'était impossible qu'il y ait un rebond épidémique pendant l'été, parce qu'ils voyaient uniquement cette alternance phasique comme ça, un effet saisonnier, le sud, le nord, un effet saisonnier, et puis surtout un effet de vague comme on voit dans la grippe, c'est-à-dire une vague complète à un moment, effectivement après le virus change, et donc du coup il est capable de réinfecter une partie de la population. Mais là c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe, c'est qu'on a une toute petite partie de la population qui a été contaminée, et le même virus qui est encore là en France peut repartir, mais des souches qui sont présentes en France. En fait, une espèce de circulation à bas bruit qui reprend. Donc en fait, la vague hivernale, peut-être, mais ça va simplement dépendre de nos comportements. C'est-à-dire que là, si on se relâche complètement, la vague, elle va revenir. Quand on voit ce qui se passe dans le sud des États-Unis, en Floride, en Californie, on voit bien que ce n'est pas du tout une deuxième vague qui vient de l'hémisphère sud. C'est un relâchement des comportements. Mais en fait, ces pauvres États se sont confinés à un moment où le virus était qu'à New York. Ensuite, ils se sont complètement relâchés parce qu'ils n'ont pas vu le virus. Au début, c'est rien passé. Et puis en fait, après, la vague est arrivée vers eux. Et elle est arrivée en août. Et là, ils sont dans un gros problème parce qu'en fait, c'était déjà confiné au début. Donc, ils n'ont pas eu ce réflexe de le faire une seconde fois. Et c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de temps à s'adapter et qu'on voit maintenant comment ils sont complètement perdus et à essayer de rattraper cette vague avec un effet très limité au début puisqu'en fait, le virus n'était pas encore arrivé jusque. Frédéric Bizard, vous vouliez ajouter ? Oui, c'était faire attention aussi à la notion, c'est pas simplement du relâchement, parce qu'à dire attention à mettre en cause les comportements des gens, c'est que je pense qu'il faut vivre avec ce virus, il faut avoir une vie, on va pas rester confiné indéfiniment, on voit les dégâts que 2 mois de confinement, donc je pense que les pouvoirs publics, à juste titre, essaient d'écarter cette option de reconfinement généralisé. Bon, parce que c'est pas une option qui est viable. Donc à partir de là, forcément vous allez avoir un virus qui circule parce que vous êtes obligé d'avoir une vie économique et sociale à minima, ou tout du moins qui est optimisé. Donc moi, je crois que l'enjeu essentiel, c'est d'apprendre à cohabiter avec ce virus et trouver, il n'y a pas que les masques, mais véritablement trouver des organisations un petit peu innovantes qui permettent de minimiser cette transmission du virus. Il y a des pays quand même assez étonnants, je pense au Vietnam, je pense au Portugal, qui ont quand même géré uniquement par des gestes barrières, par des comportements, sans confiner la population de façon générale, et qui ont manifestement et remarquablement bien réussi. Il y a aussi on voit le Japon, un grand pays développé, qui quand même gère remarquablement bien sans avoir à confiner. Moi, je crois que il y a la recherche sur les vaccins. Tokyo est en train de se confiner. Oui, mais bon, ils ont très peu de cas. Ils ont moins de 1000 morts. Ils ont une vie économique. Et le Vietnam, moi, je connais bien la situation du Vietnam pour des raisons personnelles. Et le Vietnam, c'est confiné. Hein. Les gens ont pu être travailler
travaillé pendant 2 mois. Alors en fait, ils ont eu 0 cas parce qu'ils ont été avant, c'est-à-dire qu'avant que la vague leur arrive, ils sont complètement restés chez eux. Mais je crois qu'il n'y a aucun pays qui a réussi à passer à côté d'une vague épidémique en ayant des mesures assez légères. Je pense qu'il faut quand même avoir notion qu'il faut une organisation qui soit très importante. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le reconfinement, ça doit être interdit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose ça comme quelque chose qu'on ne doit surtout pas mettre en place. Et je pense que plutôt que de travailler sur des scénarios de reconfinement, on doit travailler exactement sur ce scénario de gestion du risque épidémique, même avant le vaccin. Quitte à obliger les gens à se faire vacciner le jour où le vaccin sera sur le marché, parce qu'il n'y a pas d'obligation de vaccin contre la grippe, par exemple. Ça, de toute façon, moi je suis d'accord pour parler du vaccin, mais il y a une période qui va arriver avant le vaccin. Le vaccin, on ne sait pas exactement quand il va arriver et on ne connaît pas l'efficacité. Donc pour l'instant, il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et je crois que la différence d'efficacité entre le confinement et un scénario où on ferait un port drastique de masques et où on éviterait des grands rassemblements, je crois que l'efficacité entre ces deux scénarios, elle n'est pas si importante. Et en revanche, en termes de coûts, je pense que c'est abyssal. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est absolument trouver ce scénario. Quitte à les interdire, ces rassemblements, de manière autoritaire. Oui, mais vaut mieux interdire des rassemblements plutôt que de se reconfiner. Oui, ou proposer, vous savez, sur ce plateau, on avait proposé pendant la crise, nous, au sein de l'Institut Santé, notamment la notion de label anti-Covid. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les acteurs de la société civile. Quand je vois qu'on attend que l'État rembourse les masques ou qu'on attend que l'État les rende obligatoires, mais c'est aussi la faute de l'État. C'est parce que je pense qu'il faut véritablement s'appuyer sur les entreprises, s'appuyer sur les associations, s'appuyer sur les commerçants, s'appuyer... Et c'est vrai que vous avez des commerçants qui disent « mais moi, je ne suis pas gendarme ». Mais si, le commerçant, il doit être pour ça gendarme, mais dans un sens positif, c'est-à-dire qu'il doit se sentir impliqué dans l'obligation du port de masque dans sa chose. Je voudrais juste réagir là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que c'est un vœu pieux. On a bien vu en France que tant que l'État ne rendait pas quelque chose obligatoire... Oui, mais on ne peut pas changer la mentalité des Français maintenant. On pourra la changer dans les 10 prochaines années pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça. Mais en France, ça se passe comme ça et c'est encore la preuve que ça se passe comme ça. Si ça ne vient pas d'en haut, s'il n'y a pas une loi, si ce n'est pas obligatoire, ça ne marche pas. Donc je pense que là, il faut passer par les choses qui marchent en France. C'est trop urgent pour attendre la responsabilisation des acteurs qui de fait, n'est pas présente. Professeur Pittet, vous étiez sceptique, vous, sur le terme de deuxième vague employé par Jean-François Delfraissy, avec une forte probabilité dans sa bouche, s'agissant d'un retour possible à l'automne du coronavirus, cette fois-ci venant de l'hémisphère sud. Alors écoutez, je crois que pour être très clair, pour l'instant, on n'est pas du tout dans une deuxième vague, on est dans la queue d'une première vague. Et il est tout à fait normal que ce virus étant devenu endémique, nous devions contrôler ce virus. Pourquoi ce virus est-il endémique ? Parce que c'est un virus qui est extrêmement contagieux et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a entre 5 et 10, voire 15% de la population qui a été en contact avec ce virus, peut-être 25% dans le Grand Est en France éventuellement, et encore. Et donc ça veut dire que le terrain de jeu du virus est juste phénoménal puisque globalement, c'est le reste de la population qui n'a pas été en contact avec le virus. Je rejoins ce qui a été dit, on n'est pas tout à fait sûr d'ailleurs que les gens qui ont été en contact avec ce virus et qui, par des enquêtes de séroprévalence, démontrent qu'ils ont des anticorps qui sont totalement protégés. On suppose que probablement, du moins, ils ne feront pas de maladies graves, mais tout ça, ce sont des suppositions. On est toujours donc dans cette queue de première vague, et lorsqu'on a raté complètement son confinement, on vient de le dire, par exemple pour les États-Unis, eh bien on vit tout simplement une première vague prolongée, avec certes une montée de première vague, un plateau de première vague, puis ensuite une nouvelle montée dans certains États. Je rappelle que c'est plus de 3/4, c'est en fait 80% des États aux États-Unis qui aujourd'hui subissent la suite d'une première vague. Et on voit donc que quand le confinement a été mal appliqué, mal compris, eh bien malheureusement, on le paye très très cher. Et c'est aujourd'hui aux États-Unis où pratiquement qu'on a le plus de décès par million de population. Donc ça, c'est l'exemple d'un mauvais contrôle d'une première vague. En France, nous n'en sommes pas là puisque le contrôle de la première vague a été très efficace et que maintenant, il faut en fait continuer à essayer de bien comprendre les démarrages de tous ces clusters, tous ces mini-épidémies à travers le pays. Et en effet, il faut éviter un reconfinement global, mais par contre, on doit finalement limiter certaines activités qui sont associées à des chaînes de transmission ou qui pourraient être associées à des chaînes de transmission qui deviendraient non contrôlables, puisqu'au fond, la définition éventuelle première d'une seconde vague, eh bien, ça sera
de finalement mal contrôler la situation d'une fin de première vague dans laquelle nous sommes. Savoir si nous aurons une vague qui viendra de l'hémisphère sud, c'est toute une autre question, elle est possible, mais de toute manière, nous aurons à faire avec la suite de cette première vague à l'automne, puisque le Covid-19 sera toujours endémique, très certainement, et qu'il sera à ce moment-là mélangé à d'autres virus, les virus respiratoires communs que nous voyons chaque automne, bien sûr les autres coronavirus qui sont des virus respiratoires communs ou le sont devenus en tout cas depuis des centaines d'années, les rhinovirus, les virus respiratoires syncytiales et la grippe, et que tout ceci fera que finalement les nez couleront et qu'on devra tester les personnes qui présentent des symptômes de manière à contrôler les chaînes de transmission. Je crois que c'est ça la réalité. On parle aujourd'hui des vaccins, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Nous en sommes à un stade de test de l'efficacité et pas du tout à une disponibilité du vaccin à large échelle. On peut encore discuter, bien entendu. Le vaccin, en tout cas, il attire beaucoup d'attention, y compris, vous en avez parlé à l'instant, aux États-Unis, qui sont actuellement toujours dans cette première vague et qui empire. Mathieu Mabin, notre correspondant, est avec nous en direct de Washington. On a commandé un côté américain un nombre record de doses de vaccins. Oui, une précommande de 100 millions de doses pour un potentiel vaccin et pour la modique somme de 2 milliards de dollars. La commande a été passée au consortium Biotech Pfizer, un mariage entre les groupes allemands et américains. Pour le moment, le tandem fait figure de concurrent sérieux dans la course à la découverte du vaccin. Après, semble-t-il, des résultats en laboratoire plutôt qualifiés d'encourageants. Mais attention, il faut quand même, comme ça a été rappelé à l'instant, attendre les résultats d'essais cliniques à grande échelle. Mais les attentes des nations sont telles que les deux entreprises engrangent déjà des commandes, et pas seulement des commandes américaines d'ailleurs. Parmi les États qui se sont dévoilés, on compte notamment le Royaume-Uni, qui aurait de son côté réservé 30 millions de doses. Un comportement des nations tout à fait inhabituel d'ailleurs, mais qui s'explique tout simplement par les chiffres. 15 millions de contaminés officiels et plus de 600 000 morts à l'échelle mondiale, mais surtout des situations de blocage économique qui ont convaincu les États d'investir dans la recherche d'un vaccin qui, disons-le, aujourd'hui encore, semble être la seule issue possible, en tout cas ici aux États-Unis. Mais oui, et d'ailleurs, le président américain Donald Trump lui-même, après avoir parlé pendant longtemps d'une décrue naturelle de la pandémie, s'est, semble-t-il, lui aussi converti, et même au masque. Oui, on a assisté hier à Washington à une réorientation totale de la communication de Donald Trump, jusqu'à voir le président américain formuler ses contradictions les plus marquées. Ses partisans des régions les plus reculées d'Amérique, celles du centre notamment, ne savaient d'ailleurs plus trop où donner de la tête ce matin quand ils ont découvert qu'ils devaient désormais porter le masque. Pour bon nombre de militants trumpistes, disons-le, le masque était quasiment devenu un accessoire démocrate, un accessoire de campagne démocrate, et symbolisait parfois, dans les consciences ultra-conservatrices en tout cas, un symbole de privation de liberté, ni plus ni moins. En changeant de directeur de campagne, Donald Trump a donc changé de communication. Depuis la mi-juin, l'explosion des cas de contamination aux États-Unis est inversement proportionnelle à sa cote de popularité, on le sait. Pour ses conseillers, il y avait donc urgence à changer de cap. Merci Mathieu Mabin depuis Washington. Frédéric Bizard, on le voit, la concurrence est rude entre les États pour mettre la main sur les doses de vaccins. Il va se passer quoi concrètement quand un ou plusieurs laboratoires auront trouvé la formule ? Tout dépend de quels seront ces laboratoires. Il faut juste expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a peut-être ce déversement de milliards de dollars qui peut un petit peu étonner certaines personnes. D'abord, il faut dire qu'il y a une mutualisation des risques parce que à l'échelle d'un laboratoire, c'est un tel risque de lancer une recherche à plusieurs centaines de millions de dollars dans un vaccin qui a une forte probabilité soit d'être insuffisamment efficace, soit de ne pas être autorisé, qu'évidemment les grands laboratoires qui sont des laboratoires privés et qui ont besoin de sécuriser un petit peu leurs finances et de mutualiser leurs risques. Donc, ils mutualisent avec de l'argent public. Il y a presque 5 milliards de dollars d'argent public qui ont été mis uniquement dans la recherche du vaccin. Le deuxième enjeu, il est évidemment dans la production et dans la distribution. Et là, on voit probablement ce qu'on n'a jamais vu depuis que l'on produit des vaccins, c'est l'enjeu géostratégique, l'enjeu stratégique
tout court du vaccin, qui est véritablement un instrument de sécurité nationale, je sais pas, qu'on pourrait peut-être comparer à l'arme nucléaire ou pas, mais quand on voit comment, dans une période de tension internationale entre les États-Unis et la Chine d'une part, maintenant entre la Chine et l'Europe, on le voit avec le ministre des Affaires étrangères qui est intervenu à l'Assemblée nationale hier sur les questions des Ouïghours. Bon, donc on voit que tout ça, c'est extrêmement tendu. Et il faut bien mettre, à mon avis en tout cas, en effet miroir, cette tension internationale et le comportement des États par rapport à la recherche de vaccins. Parce qu'il est clair que le premier pays qui aura à disposition un vaccin efficace va resécuriser considérablement son activité économique, son activité sociale, et peut prendre une avance significative de quelques mois sur des concurrents, sur un plan économique aussi, mais aussi que donc c'est de la politique. Aujourd'hui, le vaccin, en particulier chez les Américains et chez les Chinois, c'est de la politique. Dernier point, j'avais suggéré dans une tribune de créer un Airbus du vaccin, parce qu'il faut voir que ce marché, il est quand même dominé par les Européens. Ce qui est devenu stratégique, comme les data et les big data peuvent être stratégiques, on le sait avant, et sur lequel on a un peu perdu la bataille. L'Europe peut gagner la bataille de la recherche et de la production du vaccin. Si vous prenez juste la France avec son pôle de recherche, l'Institut Pasteur, son Sanofi, si vous prenez les États-Unis avec son pôle de recherche à Oxford et AstraZeneca, si vous prenez l'Allemagne avec ses biotech et ses centres de recherche, vous prenez juste ces trois pays, vous avez ce qui peut se faire de mieux au monde. Donc moi, je pense qu'il y a une réflexion européenne, mais peut-être pas à l'Union européenne des 27, on voit la difficulté de se mettre d'accord, mais en tout cas à une Union européenne pour créer véritablement une locomotive dans la recherche et dans la production de vaccins qui véritablement permettrait à l'Europe d'avoir un bien, de maîtriser un bien qui est un bien de très très haute valeur aujourd'hui. Le vaccin développé par une entreprise, il appartient à qui? À l'entreprise, à des États qui ont précommandé un certain nombre de doses, à l'État de nationalité ou de domiciliation de l'entreprise, enfin du laboratoire en l'occurrence? Le brevet, il appartient à celui qui l'a recherché, qui l'a découvert. Maintenant, vous avez des accords, comme ça a été le cas, c'est un peu polémique avec Sanofi, c'est que vous pouvez avoir des accords de priorité de distribution si jamais vous cofinancez la recherche. C'est pas l'intérêt des États, c'est de disposer du vaccin le plus tôt possible, d'un vaccin efficace. C'est pas l'intérêt de posséder le brevet proprement dit. Mais après, il y a la question du prix. Il y a des engagements sur le prix qui ont été pris d'ailleurs à prix coûtant. Mais d'ailleurs, le prix coûtant n'est pas le même si vous avez une technologie comme ce que fait Moderna, qui est extrêmement coûteuse à produire, que si vous avez la technologie utilisée par Pasteur, qui sera extrêmement peu coûteuse. À prix coûtant, quel est l'intérêt pour le laboratoire? L'intérêt pour le laboratoire, c'est que d'abord, le laboratoire qui découvrira la molécule et qui possédera le brevet du vaccin, vous avez quand même un intérêt d'image, un intérêt qui est extrêmement important. Donc c'est un impact valorisant, qui sera extrêmement valorisant. Ensuite, vous aurez un intérêt commercial, parce qu'encore une fois, le prix coûtant pour les premières doses ne veut pas dire qu'une fois que vous avez le brevet, que vous n'aurez pas ensuite une forme de monopole, puisque c'est un peu le monopole sur le vaccin. C'est pour ça que il faut savoir qu'il y a 4 grandes entreprises internationales, dont une entreprise française, qui domine 80% du marché du vaccin. C'est pas comme le marché des médicaments où vous pouvez avoir un émiettement des parts de marché. Il faut être extrêmement solide parce que c'est une activité très capitalistique et à très haut risque. Donc il faut que vous ayez des bases de parts de marché qui soient très importantes. Donc en gros, il faut mettre beaucoup d'argent avec une chance de retour sur investissement qui est très incertaine. Et qui vous garantissent une part de marché mondiale très importante. C'est pour ça que vous n'aurez pas 50 gagnants. Vous aurez quelques gagnants, ou peut-être un seul gagnant, peut-être, ça a été dit par le professeur Eke, ou peut-être 3-4 vaccins qui pourront être administrés. Professeur Pittet, vous vouliez réagir justement. Comment garantir en tout cas qu'un vaccin pourra être produit en grande quantité, à faible coût, et comment faire pour le rendre accessible au plus grand nombre? C'est finalement la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Oui, c'est la question que tout le monde se pose, et c'est pour ça qu'il faut espérer que nous aurons plusieurs vaccins. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on voit, il y a un combat des États, et c'est presque dommage de constater qu'il y ait ce combat des États, bien qu'évidemment ce combat des États permet de financer la recherche et de financer le développement de ces vaccins qui est absolument vital. Il y a des États qui s'accusent de piraterie. Oui, la Chine, la Russie sont pointés du doigt par un certain nombre de puissances occidentales.
certainement qu'il y a des débats qui sont même un peu injustes. Il y a eu des débats très injustes au niveau de certains autres produits. D'ailleurs, les réactifs ont fait l'objet de quelques conflits d'État et c'est tout à fait dommage que nous en soyons dans cette situation. Et c'est pour ça qu'il faut espérer qu'il y aura plusieurs vaccins qui seront efficaces contre cette maladie. Pourquoi? Eh bien, parce que si aujourd'hui vous me demandez quelles sont les populations prioritaires de ces vaccins, eh bien, ce sont les populations qui justement ne peuvent pas les payer. Pourquoi? Parce que les dégâts, qui ne sont d'ailleurs pas dans les chiffres que vous entendez aujourd'hui, les dégâts principaux aujourd'hui sont, évidemment, on voit des dégâts phénoménaux aux États-Unis parce qu'ils ont finalement raté les processus de confinement et malheureusement, ils auraient dû suivre l'exemple de l'Europe et s'ils l'avaient suivi, aux États-Unis, on n'en serait pas dans cette situation. Mais par contre, en Afrique, là où il n'y a pas assez de lits de réanimation, là où il n'y a même souvent aucune capacité de tester contre Covid, donc on ne connaît pas finalement quels sont les dégâts de Covid, on ne fait que enterrer les morts, comme on a vu en Équateur au début de l'épidémie, au Chili ou en Bolivie, eh bien ce sont ces pays-là qui, normalement, devraient finalement bénéficier du vaccin en tout premier lieu. Et c'est pour cela que finalement, il vaudrait mieux avoir beaucoup de vaccins, différents vaccins, qui soient distribués de manière équitable, parce qu'aujourd'hui, je vois mal l'équité s'installer autour de ce vaccin. Probablement que la gouvernance de l'Organisation mondiale de la santé devrait finalement, je sais que le docteur Tedros a essayé d'influencer les grands producteurs de vaccins dans cette direction, mais il convient de bien garder ceci dans le débat par rapport à l'accessibilité de ces vaccins. Mais encore une fois, avant que ces vaccins soient là, les mesures barrières restent et demeurent les mesures essentielles. On a bien compris que Donald Trump recommandait le masque. Le masque ne va rien changer si le masque n'est pas associé au respect des mesures barrières que sont la distance sociale et l'hygiène des mains. J'ose le rappeler aujourd'hui dans ce débat. Vous n'êtes pas d'accord totalement, Martin Blachier? Non, je pense que le masque, par lui-même, a la capacité d'influer grandement l'épidémie. L'hygiène des mains, moi, j'attends toujours les preuves que ça a une efficacité. Je ne suis pas persuadé que ce soit la mesure la plus efficace. Le masque, en revanche, oui, clairement, il a une efficacité considérable dans le fait qu'il diminue de manière très très importante le nombre de particules et le risque de contaminer quand vous ne respectez pas la distanciation physique. Donc le masque, pour moi, c'est la solution jusqu'au vaccin. Il y a eu énormément de débats, mais aujourd'hui, dans les modèles, ce qui ressort le plus, c'est l'efficacité du masque. Donc le masque est très efficace. Oui, allez-y, parce que... Non, on semble oublier une chose quand même. Le cœur de la stratégie, il n'y a pas besoin d'être expert de santé publique. C'est quand même, ça vient notamment de Corée du Sud, c'est tester, tracer, isoler. Je veux dire, déjà, ça, c'est la chose absolument essentielle. Évidemment, plus vous respectez les gestes barrières, moins vous avez besoin de faire ça. Mais malheureusement, on sait que ces gestes barrières ne sont pas 100% efficaces. On peut parler du gel hydroalcoolique, mais même le port du masque. Le port du masque, s'il est parfaitement bien porté, il est très efficace, mais on voit bien que c'est pas simple pour les gens. Bon, donc il y a des trous dans la raquette. Donc pour éviter une nouvelle contamination, il faut tester, tracer, isoler. Oui. Et là-dessus, on n'est pas, c'est pas forcément en France quelque chose qu'on fait. La dernière question à laquelle on n'a pas répondu sur ce vaccin, c'est pour quand? Écoutez ce que dit à l'instant le directeur exécutif des programmes d'urgence de l'OMS. Nous devons être capables de nous regarder dans les yeux, de regarder les différentes populations et leur assurer que nous avons pris toutes les précautions pour être certains que ce vaccin est sûr et efficace. Nous pouvons faire en sorte d'être plus rapides, mais il faut être réaliste. Ce ne sera pas avant la première partie de l'année prochaine que nous verrons des gens commencer à se faire vacciner. Voilà, pas avant début 2021, voilà ce que dit l'OMS. Mais le PDG d'AstraZeneca, Pascal Soriot, chez nos confrères d'RTL, il faut rappeler que c'est l'un des deux candidats vaccins pour l'instant qu'évoquait The Lancet, lui pense pouvoir être en mesure de livrer un vaccin à la fin de cette année, au plus tard, peut-être même plus tôt si tout va bien. C'est de la communication ou est-ce que ça repose, professeur Pittet, sur des estimations, d'après vous, qui sont sérieuses? Parce qu'évidemment, ça crée énormément d'espoir. Alors écoutez, pour l'instant, basé sur les données et l'état d'avancement des projets, je ne pense pas que ce soit le cas. Maintenant, il y a peut-être des informations dont nous ne disposons pas, dont dispose cette personne, ce qui est possible, ce qui permet d'être efficace. Je pense plus que c'est du marketing à ce stade pour générer du financement, mais c'est un avis très personnel. C'est le genre de risque qu'on peut prendre, Frédéric Bizard, annoncer une date qui n'est pas la bonne quand on dirige un grand laboratoire? Non, mais il faut bien écouter ce que disent ces patrons de laboratoire qui ne veulent pas raconter n'importe quoi parce qu'ils savent très bien qu'ils pourraient être pris. Et ils parlent d'une disponibilité du vaccin.
D'accord, mais d'une disponibilité du vaccin, c'est-à-dire que ça peut être une dose, ça peut être 2 doses, c'est-à-dire qu'ils attendent à avoir potentiellement une autorisation. Bon, mais on sait tous qu'il y a des obstacles qui peuvent être aujourd'hui totalement méconnus et qui se font. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait une autorisation en fin d'année si on écoute un petit peu et si on écoute ces gens-là. Mais enfin, avant que vous ayez une capacité de production et de distribution à une large échelle de ces vaccins-là, ça semble être peu probable avant la mi-2021 ou fin 2021, d'après les agences. Martin Blachier. GNJ, par exemple, une stratégie intéressante, c'est qu'eux, ils ont commencé à produire en masse leur vaccin et ils se disent si le produit est efficace, on peut directement mettre à ce moment-là, je l'aurai. Donc il y a des laboratoires qui sont vraiment mis en condition, s'ils ont des résultats positifs, pouvoir livrer une grande partie des pays, je pense, en grande partie développés, très rapidement. Merci Martin Blachier d'avoir été avec nous. Merci également à Didier Pittet, à Frédéric Bizard. Voilà, c'est la fin de ce débat. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.